Voilà, il y en a un paquet de questions qui découlent de ça. Mais la première, est-ce que le juge est informé de la nature du blocage? Exemple, c'est-à-dire que le jury est 6-6 ou 10 contre 2. Le juge ne sait rien, là. Non. Je vous dirais, là, dans les faits, la réalité, là, on parle entre nous autres, là, la réalité, il y a les agents de détention qui escortent le jury, qui sont au courant, mais qui ont un devoir de garder le secret. Mais donc, le juge, lui, n'est pas au courant Il n'est pas au courant. Du tout. Non. Donc, il répond, il arrive avec une question, il répond strictement à la question. Il reçoit la note, et à ce moment-là, en fait part aux avocats de la défense et de la poursuite. Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous des commentaires sur voici ce que je propose de donner, de répondre? Avez-vous des commentaires? Et à partir de ce moment-là, le jury est convoqué. Voici à votre question qui sera déposée sur une question du jury dans le dossier de la Cour. À votre question, voici ce que je vous donne. Il ne faut pas mettre de pression sur le jury. Donc, une ça, façon. Mais là, c'est-à-dire que le juge en a quand même mis une forme de pression hier. La pression d'essayer de s'entendre, la pression de s'efforcer d'arriver à un consensus, de garder les esprits ouverts à écouter ce que les autres disent pour faire avancer la discussion vers un consensus. Ça, il a le droit de mettre cette pression-là? Bien, c'est justement, il faut faire attention de la façon qu'on l'aborde avec le jury pour justement, en le disant, il faut l'inviter, le jury, à poursuivre un dernier effort. Absolument. On le fait toujours. Parce que sinon, là, tout le procès vient de tomber à l'eau. Oui, c'est ça. On a un mistrial, comme on dit, là, un arrêt, là, et il faut recommencer. Encore là, au bon vouloir de la poursuite. Ça, donc, exemple, si le jury, après-midi, là, il arrive et ils disent au juge, regarde, c'est impossible. On est 6-6, peu importe, on est divisé. Il n'y a rien de possible. Soit on reprend le procès, soit la couronne laisse tomber certaines accusations. Absolument. Là, ça va être... On part à zéro. C'est la poursuite qui est maître de sa preuve et de son dossier. Alors, elle peut décider de déposer un arrêt des procédures contre un des accusés ou contre deux des accusés sur les trois. Dans ce cas-ci, on se souviendra que la défense a demandé un verdict dirigé au juge après la présentation de la preuve de la poursuite, demandant justement que le juge ne soumette pas la décision ou les faits, là, de décider sur le dossier au jury en disant « Vous devriez diriger un verdict dans ce cas-ci et d'acquitter les accusés, il n'y a pas de preuve. » Et le juge a passé le commentaire en disant « La preuve était faible, effectivement, mais il y avait quand même une preuve qui devait être décidée par le jury. » Alors, la couronne se dit probablement présentement, c'est peut-être sur ceux-là qu'il y a un problème. Ou ça peut être l'inverse. Ces deux-là sont réglés dans la tête du jury et c'est sur le troisième où il y a une mésentente. Pour les gens qui nous regardent, là, puis qui sont souvent parce que je sais que la justice a ses procédures, mais souvent le public recherche une efficacité. Là. Écoute, pour moi le premier, là, si c'est clair pour deux, là, acquittement, condamnation, puis que c'est pas clair pour un troisième, je peux pas croire qu'on va reprendre le procès des trois. Mais en même temps, j'entends les arguments de Jean-François Desbiens et des avocats de la défense qui disent « Hey, nous, on a demandé des procès séparés. Ouais. Vous nous avez refusé... La Cour nous a refusé des procès séparés. Absolument. Là, on va pas avoir des verdicts séparés. Avec là, est-ce qu'ils sont vraiment liés? Même si on pouvait régler deux des trois cas ou un des trois cas, on dit que ça serait toujours ça de régler, on pourrait plus. Bien, écoutez, si on n'a pas un verdict des trois? Non, c'est le juge qui va prendre la décision ultime dans ce cas-là. Oui, effectivement. Je comprends qu'il y a eu une décision qui n'a pas plu à la défense de joindre ces dossiers-là et en plus leur enlever la possibilité d'aller devant un juge seul, de forcer un jury. Alors, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est une question d'économie du système et le juge pourra en venir à la conclusion que c'est à l'avantage d'une saine administration de la justice d'avoir un verdict. Donc, si on décortique ça, 3 heures après-midi, le jury envoie la lettre au juge. On est prêt à vous donner un verdict. Un verdict qui est un pas de verdict. Là, on n'est pas capable de s'entendre. Donc, le juge pourrait leur reposer la question, est-ce que vous avez des verdicts dans un ou deux dossiers? Il pourrait les amener à préciser cette affaire-là. Et s'ils disent oui, dans 2 des cas, on serait prêt, on entend ces deux-là, puis on a un non-lieu dans l'autre. Bien, c'est ça. Exactement. Le dossier sera reporté à ce moment-là. Et la poursuite prendra la décision qui s'impose. Jean-François, qui a suivi vraiment en détail le procès là-bas, nous disait quand même, puis c'était une réflexion que j'avais déjà, moi,
C'est toujours compliqué de jury, là, parce que c'est toujours, c'est de la preuve, puis il y a une défense. Mais quand c'est un cas de meurtre, bon, hors de tout doute raisonnable, est-ce qu'il a commis le geste, est-ce qu'il avait l'intention? La négligence criminelle. Donc là, tu as quelqu'un qui s'est pas levé le matin en disant « je vais aller tuer des gens ». Non. Il s'est levé le matin en disant « je vais aller faire un train ». Puis là, est-ce que la négligence, est-ce qu'il y a eu un comportement négligent en dehors de ce qui est raisonnable d'avoir comme façon d'agir au point que ça mérite d'être déclaré criminel? C'est plus complexe pour 12 personnes du public qui ont pas étudié en droit. Puis qui... Oui, mais il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du jury. Vraiment, là, ça peut être surprenant, le travail et les efforts qu'ils vont mettre. On n'a qu'à se rappeler Norbourg. Il y avait tellement de chefs d'accusation. C'était compliqué, tout ça. Puis ils sont quand même arrivés avec un verdict où ils ont condamné la majorité. Il y en a un qui n'était pas capable de s'entendre. C'est un exemple, ça, le jury. Il y en avait un qui n'avait pas de... C'est ça. Alors... Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, finalement, en bout de ligne, la poursuite a décidé d'abandonner contre cet accusé-là. Puis les autres ont été condamnés. Effectivement, par le jury. Fait que ça, c'est un exemple. Alors, ça en est un exemple d'une possibilité de ce qui pourrait arriver. Alors, un jury va travailler très fort. Et là, on est au 7e jour. C'est 7 jours à travailler très fort. Alors, sur quoi est-ce qu'on boque? On ne sait pas vraiment. Il y a eu des pointes avec leurs questions, mais c'est sur quoi exactement? Sur qui? On en a plus qu'un. Alors, il y a toujours ce niveau-là. Plus qu'il y a de monde, plus ça devient complexe dans l'interaction et les visions et la perception que ces jurés-là vont avoir des accusés. C'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce que... Bon, je vais poser la vraie question avec les vrais mots. Tu sais, des fois, tu as une tête de cochon puis c'est un con. Là. Il comprend parce que c'est très rare dans la société, mais des cons existent. Ouais. Très rare. Ça arrive. Mais il peut être choisi dans le jury, mais il est juste têtu. Pour tous les autres, il y a une évidence qui s'est établie, mais est-ce qu'une seule personne entêtée peut empêcher un jury d'arriver à... Oui? Absolument. Absolument. S'il recule pas, s'il change pas d'idée. Il n'y aura pas de verdict unanime. Puis, that's it. Ça s'arrête là. C'est la loi des jurys. C'est ça, effectivement. Ça doit être un verdict unanime. De côté, merci d'avoir été avec nous.